Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter la vertu épistémique dans les recherches en sciences infirmières avec ma collègue Audrey Bugeaud. Donc, tous deux, nous remercions le ministère de l'Éducation, l'Ordre des infirmières et le RISIC pour la bourse doctorale que nous avons obtenue. C'est une présentation qui se veut philosophique, ce qui peut être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment une impulsion embryonnaire sur la part des travaux de Miranda Fricker. Miranda Fricker est une philosophe britannique dont les principaux domaines d'intérêt sont l'éthique, l'épistémologie sociale et la philosophie féministe. Donc, je vais tenter de vous proposer une démonstration sur la façon dont on peut appliquer la théorie de Fricker dans les recherches infirmières, plus spécialement en santé sexuelle et reproductive. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter très succinctement, parce que c'est quand même complexe, mais en quelques minutes, la philosophie de Fricker, plus spécialement la façon dont elle articule les injustices épistémiques. Ensuite, l'applicabilité du cadre théorique de Fricker aux soins entourant les victimes de violences à caractère sexuel, à partir d'une ethnographie qui a été menée en 2014 par Moula, mais qui ne traite pas directement d'injustice épistémique, mais la lecture de ces résultats permet d'en faire mention. Et finalement, de faire ce lien entre la vertu testimoniale que Miranda Fricker propose et les savoirs infirmiers pour non seulement démontrer cette applicabilité du cadre théorique, mais aussi de présenter cette espèce de rapprochement entre la théorie et la pratique. Donc, très brièvement, une injustice épistémique survient lorsqu'une personne ou une partie émettrice est lésée à l'égard de ses capacités de production et de circulation de savoir en raison de préjudices, de crédibilité ou d'intelligibilité par la partie réceptive. Pour Miranda Fricker, il existe deux sortes d'injustice épistémique. La première étant l'injustice testimoniale. Donc, l'imaginaire collectif participe à la consolidation de préjugés qui, à leur tour, influencent les perceptions et les attitudes individuelles et collectives prenant part aux opérations de pouvoir. Les préjugés sont décrits comme une généralisation d'attributs à un groupe d'individus et s'actualisent par l'intermédiaire de préjudices qu'ils octroient quant à la pondération de la crédibilité épistémique générée de la partie réceptive à l'endroit de la partie émettrice. Pour Miranda Fricker, le point focal de sa théorie, c'est les déficits de crédibilité qui deviennent l'élément principal qui vont créer un préjudice aux personnes qui en sont victimes. Donc, les déficits de crédibilité auraient des effets nuisibles ou discriminatoires dans la reconnaissance des témoignages des personnes bénéficiaires de soins. La deuxième forme d'injustice épistémique que Miranda Fricker propose sont les injustices herméneutiques qui, elles, émergent principalement de contextes sociaux dont les relations inégales de pouvoir entre certains groupes de personnes concèdent une limite dans la disponibilité des ressources collectives qui permettent d'interpréter le vécu expérientiel d'un groupe socialement marginalisé. Même si d'autres référents tentent de se rapprocher à leur vécu, il n'en demeure pas moins que l'absence de ressources herméneutiques et l'isolement des personnes épistémiquement marginalisées ne permettent pas le partage visant d'une part à nommer ou comprendre leur vécu et d'autre part à faire circuler dans le répertoire herméneutique des savoirs collectifs. Par exemple, notre collègue Audrey Bugeaud, tantôt, a parlé de coercion reproductive. Donc, un nouveau terme, si on veut, mais on sait que la réalité existe depuis bien plus longtemps, mais c'est une ressource herméneutique qu'on peut s'attribuer maintenant pour bien comprendre, pour bien mettre en mots cette expérience vécue dans certaines situations très spécifiques. Le cas de Moula nous propose, dans un premier temps, comme de nombreux auteurs, l'imaginaire collectif qui contribue à dépeindre une certaine forme de victime parfaite lors d'agressions sexuelles. Donc, principalement, lorsqu'on parle de cette victime parfaite qui, on s'entend, est très théorique et n'a rien à voir avec les réalités, on va parler de femmes de race blanche, neurotypiques, sans problème psychiatrique, qui en fait à sa première plainte pour agression sexuelle, qui a résisté à l'agression et dont les blessures physiques sur le corps en témoignent, qui est bouleversée émotionnellement, qui est sobre et respectable et qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec l'agresseur. Ici, la recherche de Moula nous propose qu'il existe différents groupes plus marginalisés
qui vont vivre des injustices testimoniales, donc un déficit de crédibilité lorsqu'ils vont rencontrer à la fois le cadre policier, mais aussi lors de leurs épisodes de soins qui sont spécifiquement ici dans un contexte de trousse médico-légale. C'est notamment le cas des utilisateurs de drogues injectables, des travailleurs du sexe ou les femmes qui sont victimes de violences domestiques, qui vont non seulement avoir une atteinte dans leur crédibilité, mais qui va avoir un impact sur la qualité des soins parce qu'on va créer une limite dans l'obtention, par exemple, des utilisateurs de drogues injectables de médication pour soulager leur douleur, parce que la lecture de leurs blessures sur le corps ou la lecture de leur dépendance fait en sorte qu'on va les considérer d'abord et avant tout comme des individus indépendants et non souffrants. Donc, il y a cette limite-là dans l'ethnographie de Moula qui était soulevée. Ensuite, pour les travailleuses du sexe, souvent, elles sont réputées à demander un contraceptif d'urgence lorsqu'il y a eu un problème dans une interaction avec des clients. Donc, on va limiter leur accès à des contraceptifs d'urgence par certains soins qui leur sont attribués. Et aussi, un autre exemple d'injustice testimoniale qui a un impact sur les femmes victimes de violences domestiques, c'est que souvent, on va associer le domicile comme étant le lieu où s'amorce la guérison. Mais dans ce cas-ci, ces femmes-là, le domicile est plutôt un lieu qui n'est pas sécuritaire. Donc, ces différents schémas qui existent de la victime parfaite dans l'imaginaire collectif ont un impact sur le témoignage des victimes, mais aussi sur l'accès des soins. Ce qui nous amène à nos fameux savoirs infirmiers, donc les 5 savoirs développés par différents auteurs, mais dont Chin et Kramer, qui ont la version, je crois, la plus à jour. On peut voir qu'au niveau du savoir émancipatoire, il y a cette possibilité, dans une perspective de justice sociale en santé, de favoriser cette justice sociale et aussi à la fois de résister aux injustices épistémiques. Donc, le savoir émancipatoire convoite le déploiement d'une pratique réflexive d'actions concertées afin de soutenir les usagers et usagères dans l'exercice de leurs droits. Pour réellement mener à terme ce projet émancipatoire, l'infirmière doit appréhender sa pratique avec une réflexivité critique radicale, mais doit donner aussi une voix aux personnes qui vivent des injustices sociales en santé. Alors, Miranda Fricart va proposer la vertu testimoniale, qui est une autocritique qui permet de conscientiser à l'égard de biais lourds de conséquences psychologiques et affectives dans la vie quotidienne de la partie maîtrise, ici les bénéficiaires de soins. Cette vertu intellectuelle et morale vise à intégrer de la part de la partie réceptive tous les préjudices associés au déficit de crédibilité par l'entremise d'une rationalité sensitive sans inférence afin d'accueillir avec ouverture de façon critique le témoignage de la partie émettrice qui serait le cas échéant les préjugés associés à la victime parfaite d'agression sexuelle. Il y a des limites, ce n'est pas parfait, donc la limite, c'est l'enjeu de disponibilité, le fait de ne pas être conscientisé ou de ne pas être en connaissance, par exemple, ici de l'imaginaire collectif qui contribue à cette image de la victime parfaite. Donc, d'autres auteurs, dont Medina, vont proposer de mobiliser une friction épistémique, une humilité épistémique, une curiosité intellectuelle, de la diligence ou de l'empathie, d'avoir une analyse qui est toujours contrastée et constante sur différents points de vue sur une situation donnée afin de toujours avoir différentes façons de concevoir la situation. Donc, la circulation active de ressources herméneutiques par les infirmières permet de résister aux injustices épistémiques vécues par les victimes de violences à caractère sexuel, améliore la pratique de soins et détient un impact direct sur les services de santé populationnelle, ce qui nous amène à considérer la part très philosophique et théorique de la vertu testimoniale des injustices épistémiques développées par Miranda Fricart dans un contexte très concret de justice distributive qui tous deux s'inter-influencent et coexistent dans le système de santé. Donc voilà, j'espère que j'étais dans les temps. Excellent. Un beau merci, Sandrine, pour cette belle présentation. Je vois beaucoup d'applaudissements dans la salle, donc je pense que ça a été apprécié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour Sandrine à la suite de sa présentation? Oui, Charles. Oui, merci pour la présentation, Sandrine. Je t'avoue d'entrée de jeu que c'est très nouveau pour moi, tous ces concepts-là. Puis je trouve ça intéressant d'avoir pu assister à ta conférence parce que quand je disais le résumé dans le programme, ça ne me disait pas grand-chose. J'aimerais juste que tu me
la vertu testimoniale, parce que là, ça semble être un peu ça, la stratégie, là, en tout cas pour l'intervenant. C'est juste ça que je veux comprendre. Qui applique la vertu testimoniale? Parce que dans la description, il y avait à la fois la partie émettrice et la partie réceptive. Là. Est-ce que c'est les deux qui doivent être faire preuve de ça, si je peux dire, ou est-ce que c'est moi, comme intervenant, qui dois considérer, là, notamment ce que tu expliquais là, par rapport à cette notion-là de victime parfaite, là, que ça fait partie de mes préjugés que j'entretiens, ou c'est la partie émettrice qui doit en prendre conscience, elle aussi, pour mieux faire preuve d'agentivité dans ses propos? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Bien, merci pour votre question. Puis, effectivement, c'est assez complexe et surtout à vulgariser en 10 minutes. Je dirais que la vertu testimoniale pour Miranda Fricaire, c'est sûr qu'on va parler d'une agentivité qui est plus individuelle, si on veut. Okay. Tandis que lorsqu'on va parler d'injustice herméneutique, on va être davantage dans des solutions qui sont plus structurelles et qui vont viser vraiment une circulation des savoirs herméneutiques. Pour ce qui est de la vertu testimoniale, ça peut s'appliquer dans différents contextes, mais si on reprend par exemple le contexte de la victime parfaite, les violences à caractère sexuel, on aurait cette partie émettrice et cette partie réceptive. Donc, la partie émettrice, c'est la personne qui vient bénéficier d'un soin. La partie réceptive, dans le cas ici, ça serait l'infirmière qui reçoit ce patient. Donc, il va aller chercher à avoir des connaissances plus approfondies, vertueuses, tant de façon cognitive, mais aussi dans son approche affective avec la patiente, quand je vais dire la patiente, mais ça peut être la patiente qu'elle reçoit, et qui va développer cette friction épistémique. Et ça, c'est un autre auteur qui a abordé davantage la friction épistémique, mais pour toujours se mettre à jour sur les préjugés qui existent et les impacts qu'ils ont dans notre pratique pour être en mesure d'accueillir de façon plus inclusive chacun de nos patients, de nos patients. Bien évidemment, c'est très individualisé comme proposition. Ça demeure très personnel à l'infirmière, son savoir personnel, le savoir émancipatoire, mais il y a d'autres façons aussi de concevoir la situation d'un point de vue peut-être plus en lien avec les justices herméneutiques et de voir les enjeux structurels qui sont sous-jacents à ces éléments-là. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, bien, c'est plus clair déjà. C'est sûr que, tu sais, comme moi, comme infirmier individuel, ça semble plus facile de me dire, OK, bien, je vais essayer de prendre conscience de moi, mes préjugés, puis comment que j'ai été formé. Mais je comprends qu'ultimement, il faudrait plus aller vers l'aspect plus collectif là, et général. Là. Ça serait plus structurel là, comme changement. OK, parfait. Merci. Oui, on a une question de Marie-Ève. Oui, en fait, je trouve que les injustices épistémiques, ça me fait beaucoup penser à mon concept de sécurisation culturelle. Puis, en fait, qui soutient un changement, une transformation, en fait, sociale, qui provient de l'individu, de l'infirmière en soi dans sa pratique, qui va se questionner, mais elle soutient aussi une transformation de la société, puis qu'on questionne les organisations et qu'on revoit, en fait, les mesures et nos manières de faire en général, donc le système. Mais je ne voyais pas dans Fricaire, j'ai trouvé que c'était très porté le fardeau sur l'individu. Sur l'infirmière, en fait, toutes ces injustices épistémiques-là, est-ce qu'il y a des critiques qui ont été faites sur sa manière de concevoir justement les injustices sociales et de promouvoir la justice sociale? Je trouve, moi, c'est ça qui me chicote. Je trouve que c'est encore porter le fardeau sur l'individu, sur l'infirmière, puis c'est encore à nous qui ne faisons pas assez, qui devons se questionner, puis qui devons aller de l'avant, alors qu'on ne questionne pas les organisations puis les structures qui sont au-dessus de nous. Je voudrais t'entendre là-dessus. Merci, Marie-Ève, pour ta question. Oui, tout à fait. Puis c'est très rapide comme présentation. Donc, Miranda Fricaire a vraiment les injustices testimoniales qui sont plus peut-être à la pièce, là, si on va dire, au niveau de l'agentivité des infirmières, tandis qu'au niveau des injustices épistémiques herméneutiques, elle va davantage développer tous ces enjeux structurels qui existent là, dans notre pratique. Donc là, moi, c'est sûr que je suis allée avec un exemple qui est plus enclin avec le savoir émancipatoire, la vertu qui est plus testimoniale. Mais oui, d'une part, en 2007, son premier ouvrage allait plus en profondeur que ma présentation, heureusement. Et par la suite, elle a été énormément critiquée, bonifiée et il y a eu beaucoup de ramifications là, sur ses écrits là, qui ont été faits, mais très peu dans la discipline infirmière. Donc, c'est vraiment utiliser
davantage, si on le voit dans une perspective de santé globale, là, je vous dirais qu'on beaucoup en santé mentale, il y a des auteurs qui ont utilisé le cadre théorique de Fricker, mais c'est très peu de développé en sciences infirmières. Donc, oui, il y a ces apports plus structurels. Il y a des écrits aussi dans l'intersectionnalité qui ont été mobilisés. Donc, vraiment différents auteurs qui ont repris ces propos puis qui ont bonifié, qui l'ont amené. Donc, d'un point de vue structurel, c'est sûr qu'il y a des auteurs qui se sont davantage spécialisés aussi là, sur sa vision, mais qui partent souvent de cette essence de ses écrits de son livre de 2007. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, même moi, c'était plus ou moins une question, peut-être plus un commentaire de ma compréhension. Oui, c'est chargé de plusieurs de vocabulaire. Là, quand on ne maîtrise pas trop ce vocabulaire-là, c'est un peu dur de garder le fil puis de comprendre tout ça. Là. Fait que, ma question était vraiment sur le vif, mais oui, ça répond.